Bien, eh bien écoutez, bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode de DevDevDev.net. Alors aujourd'hui, j'ai deux intervenants de chez Selenza. On a notre habitué aux tables rondes, en l'occurrence Michel Perfetti, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure, les technologies DevOps et CTO chez Selenza. Et nous avons également Nicolas Claire, bonjour. Bonjour à tous. Nicolas qui était déjà venu dans un podcast précédent, qui est maintenant, après être passé à Microsoft Regional Director et puis Microsoft, chez Microsoft, tu étais Cloud, je sais pas quoi. Solution Architect, c'est ça. Voilà. Avec, Et, pour les éditeurs de logiciels, voilà. voilà. Et maintenant, tu es Senior Cloud Platform Architect chez Voilà. Selenza. Donc, tout à fait. Toujours dans le cloud. Juste avant de commencer, donc, comme on dit, si vous nous regardez en vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à nous laisser des commentaires, appuyer sur la petite cloche et tout le bazar. Et puis, si vous nous écoutez en podcast sur toutes les plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Amazon, Podcast Addict, etc. Pareil, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et à laisser des commentaires. Alors aujourd'hui, on va parler de SaaS. Alors c'est vrai que c'est un mot qui revient un petit peu assez fréquemment. Et donc là, on va voir un petit peu en détail ce que ça veut dire de passer une application en SaaS, quels sont les différents modèles possibles, les impacts techniques que ça a, les transformations au niveau organisationnel et puis les différents défis que l'on aura à soulever. Alors pour ça, on va lancer une petite présentation Teams. Bah, allez, je vais attaquer. Oui, alors on va essayer de ne pas faire de la lecture de slides, donc c'est pour ça qu'il Ouais. il y en a pas tant que ça. Le but, c'est vraiment de parler du SaaS et puis d'échanger sur ce sujet. Je te laisse passer à la slide suivante où je passe. Je sais pas, c'est toi qui as le contrôle, Richard, je pense. Ouais, je crois, ouais. C'est moi le chef. Voilà. Oui, chef. Voilà. Donc, ça, déjà, ça veut dire quoi? C'est Software as a Service. Alors, on connaît l'abrégé. Le but aujourd'hui, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière cet acronyme. S'il y a une définition à retenir, c'est qu'on est dans un monde où on ne vend plus du logiciel comme on le faisait il y a 15 ans, à savoir, je vais dans mon magasin préféré et j'achète une boîte avec dedans un CD ou une disquette pour les plus anciens, avec mon logiciel que j'achète et après j'en fais ce que je veux, bien entendu tout en respectant la licence, hein. Mais je l'installe et je l'utilise tant que j'en ai besoin, tant qu'il fonctionne, tant que ma machine marche. Donc ça, c'était l'ancien monde. Et on est passé à un monde où le logiciel n'est plus vendu comme un produit physique en boîte, mais comme un service que l'on consomme en fonction de ses besoins et que l'on va payer au fil de l'eau tous les mois, toutes les semaines, tout dépend après des modalités d'abonnement. Mais on va avoir cette notion d'abonnement, de consommation, avec aussi très souvent la notion d'option, de pouvoir ajuster au fil de l'eau, au fil de ses besoins, les différents éléments auxquels on va s'abonner dans ce logiciel-là. Donc là, ici, on a mis un petit exemple qui est peut-être le plus connu, c'est Office Microsoft 365, Office 365, où on est passé à ce mode, j'achète non plus une licence et je l'utilise jusqu'à ce que je puisse plus faire autrement, mais je paye tous les mois et je n'ai plus cette notion, on va dire, de version peut-être qu'on avait très fortement avant, puisque au fil de l'eau, chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité arrive, une nouvelle version, je la reçois et je l'utilise de manière transparente, en fait. Donc, c'est Ouais. un service mis à jour en continu. Si je... Ah. Et différence aussi, c'est que dès qu'on arrête de payer, on ne l'a plus, tandis qu'avant, on l'avait encore, puisqu'on avait payé une seule fois. Voilà, donc on a ce changement aussi de mode. On le voit, là, on est d'un point de vue client, on a ce changement de paradigme où ce n'est pas un investissement que je fais une fois et que j'amortis sur X années, mais ça devient une charge mensuelle la plupart
du temps que je vais payer tant que j'ai besoin de ce service, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous poser une colle. Justement, au niveau comptable, c'est parce qu'avant les logiciels, on pouvait les amortir. Est-ce que est-ce que ces solutions d'abonnement, on peut les amortir aussi? Alors, l'amortissement du temps où je fus aussi dans le cas que beaucoup, à savoir acheter puis gérer ça comptablement. L'amortissement, on a un produit, on l'utilise, il s'use, et puis au bout de 2, 3, 4 ans, en fonction du produit, il a une valeur zéro comptable, donc il n'a plus d'existence au sens comptable du terme. Ici, il n'y a pas cette notion-là d'amortissement quand on est en abonnement mensuel, puisque ça devient une charge qu'on paye tous les mois. Tant qu'on en a besoin. Alors après, il y a peut-être des subtilités parfois quand on achète à l'avance sur une année, sur 2 années. Est-ce que ça passe en charge? Est-ce que ça passe en amortissement? Là, je dirais qu'on sort un peu de notre domaine technique d'expertise. Oui. Il faudrait poser la question à un expert comptable. Mais oui, il y a quand même ce changement comptable du côté des clients qui peut parfois aussi rentrer en ligne de compte quand un utilisateur final doit faire le choix. Est-ce que je suis en amortissement? Est-ce que je suis en charge comptable? Donc là, c'était. Alors voilà, bon, on va pas rester longtemps sur ce slide-là. C'est juste pour dire que le SaaS, c'est une priorité un peu. Mais on travaille beaucoup avec des éditeurs de logiciels. Alors c'est vrai que le SaaS, c'est destiné, quand on parle de SaaS, d'un point de vue celui qui fait le logiciel, on cible les sociétés de type éditeur de logiciel parce que leur business, c'est de vendre le logiciel. Très souvent, cette notion de SaaS, on ne va pas l'avoir quand on a du logiciel interne à une entreprise, du logiciel métier développé en interne pour un usage interne. Il ne va pas y avoir cette notion de SaaS. Notamment au niveau pratique commerciale. On va plutôt avoir des notions de cloud native, d'architecture moderne, sans parler de SaaS. Le SaaS, on va dire, c'est vraiment un mode de commercialisation qui cible les éditeurs de logiciels. Donc là, j'ai repris quelques chiffres assez récents, puisque c'est le panorama de 150 des éditeurs de logiciels français. Alors, désolé pour les acronymes anglo-saxons. Parfois, on s'y retrouve plus facilement. Donc, ISV, Independent Software Vendor, donc éditeur logiciel en bon français, édité par AI Numéum en 2023. Et on voit bien que le SaaS, au sens importance stratégique, importance business, importance dans les choix et les priorités technologiques, le SaaS et du coup le cloud arrivent largement en priorité avec une accélération entre 2021, 2022 et 2023 en fait. C'était juste pour repositionner un peu l'importance de ce sujet chez beaucoup d'éditeurs. Et une petite question, est-ce que par exemple la solution d'Adobe ou d'Adobe, où là on s'abonne aussi chez eux et on a des mises à jour d'ailleurs très fréquentes du logiciel, est-ce que tu considères que c'est du SaaS ou pas? Alors le SaaS, vas-y Michel. Ouais, moi, je le mettrais dans le SaaS parce qu'il n'y a pas vraiment de notion d'outil, puisque une fois que tu as fini de payer Adobe, je crois que tu n'as plus accès. Oui, absolument. Alors, Ouais. moi, je l'aurais mis dedans parce qu'il y a quand même une partie aussi de back. En fait, le logiciel que tu achètes, que tu installes, il n'est pas tout seul, il est associé à un ensemble de services et tu as des fonctionnalités qui sont ajoutées au fil du temps. Je le mettrais dans le catégorie SaaS. D'accord. Il y a aussi une notion dans le SaaS qui est le changement du modèle d'hébergement. Oui. C'est-à-dire que avant, tu étais responsable de beaucoup de choses, tu devais l'installer, le maintenir, le mettre à jour. Maintenant, c'est fait à distance ou alors c'est pas du tout chez toi. Ça, c'est vraiment quand on est en mode full web. Et c'est ce que, à mon avis, ce qu'il y a dans la plupart des priorités que l'on voit ici. Il y a très peu de sociétés de la taille d'Adobe qui peuvent se permettre, comme Adobe, Microsoft, d'installer du logiciel, le maintenir proprement en SaaS, surtout de cette envergure-là chez les postes clients, Oui. sauf des logiciels ultra spécialisés. Mais la plupart du temps, on parle vraiment d'applications web. Ouais, Je pense, d'accord. Nicolas. Oui, tout à fait. J'aurais pas mieux dit. On est exactement dans le même modèle qu'Office. Office 365 maintenant est vendu à 99% du temps comme une offre SaaS, donc avec un paiement mensuel derrière. Malgré tout, tu as encore un logiciel client riche, Word, PowerPoint, Excel, avec en plus des versions web et tout un ensemble de services
derrière, que ce soit déjà les mises à jour, la garantie d'avoir toujours la dernière version, tous les correctifs de manière automatique, plus les services d'hébergement, le OneDrive, les boîtes mail et l'appli mobile, les applis mobiles. Et les applis mobiles aussi derrière. Donc oui, pour moi, Adobe, les suites Adobe, c'est clairement du SaaS parce que c'est d'abord un modèle de commercialisation et de ce modèle de commercialisation découle un certain nombre de choix technologiques, des services back-end, des API, on verra ça un peu après, et surtout cette notion d'abonnement mensuel et de fin d'accès au service, donc au logiciel, dès qu'on arrête de payer. Ouais. C'est pas la couche présentation finalement qui fait le SaaS, c'est plutôt le modèle de commercialisation. Et comment on maintient le logiciel dans le temps et qu'est-ce qu'on va et l'ownership du logiciel côté client. Vas-y. Non, voilà, je dirais c'est bien, c'est la transition avec la question. Voilà, on passe du logiciel boîte au modèle SaaS, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un certain nombre de changements stratégiques. Et le point le plus important, c'est qu'un éditeur qui va dire je fais du SaaS, c'est rarement les équipes techniques qui ont décidé de faire du SaaS dans leur coin. Elles ont fait des évolutions technologiques, ce genre de choses. Il y a trop d'impact sur des éléments stratégiques dans une entreprise, la structure de coûts, la manière de commercialiser, des investissements, parce que quand on a des éditeurs logiciels un peu anciens qui ont un passé, voire un passif technologique significatif, avant de dire je fais du SaaS, il y a un travail préparatoire à faire, ce qui veut dire des investissements, ce qui veut dire être capable d'assumer ces coûts-là. Et ce n'est pas une simple décision technologique, c'est une décision stratégique et commerciale d'une entreprise. Et de là va découler des actions techniques pour aller au bout de la vision SaaS. Mmh. Oui, cette vision, en plus, elle est vraiment différente parce que on passe souvent d'un logiciel qui est acheté avec un coût unique, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Enfin, la mesure de calcul n'est plus la même. Quand on passe du SaaS à un logiciel qu'on installe, parce qu'on l'installe en une seule fois chez le client. Après, il a la liberté de l'utiliser un peu comme il le souhaite dans les limites du contrat, mais il n'y a pas vraiment la charge généralement de ce logiciel-là, de ce type de société. Et le logiciel est maintenu par la personne de la société qui l'héberge. Et là maintenant, il y a pas mal de charges qui incombent à l'utilisateur qui revient dans le giron de l'éditeur. Et donc ça c'est pas généralement un choix technologique de le faire parce qu'on sait que ça vient avec des contraintes. Donc on le fait parce que c'est des contraintes business, c'est pas par plaisir qu'on se dit qu'on va héberger les données des utilisateurs chez nous. Mmh. Il y a plein le chemin pour pouvoir être capable d'héberger, il est long et le dernier, c'est le dev. Oui, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire et puis débrouille-toi, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est très souvent des transformations d'entreprise globalement, notamment chez les éditeurs logiciels dès qu'on fait du SaaS. Ça touche à beaucoup de choses. Il y a la contrainte de la période de transition où on a encore de l'existant ancien, on bascule à un nouveau monde, il faut investir dessus, mais il rapporte encore pas grand-chose. Et puis, il faut qu'on continue à faire évoluer le logiciel existant. Donc, il y a énormément de contraintes aussi sur ces points-là. Donc, c'est clairement une vraie décision stratégique et commerciale qui va impacter toutes les équipes et tous les secteurs verticaux d'une entreprise. Et puis, il faut attendre aussi que le marché soit prêt. Donc, et ça, c'est pas les équipes de développement qui vont le savoir. C'est vraiment les équipes commerciales du client qui vont remonter ce besoin des clients d'avoir une version à la commande, peut-être plus avec un prix plus élastique en fonction de l'usage. Mais si ce feedback-là commercial, il est important, puisque c'est lui qui va permettre de découler quel est le juste prix que les clients peuvent acheter aussi derrière. Et on va voir après que ce juste prix-là va influencer la capacité à l'entreprise à créer cette version SaaS du logiciel. Si elle est capable de le faire par rapport au coût du marché, s'il y a de la concurrence ou pas. Après, tu peux avoir aussi quand même des contraintes techniques qui font que le passage au SaaS n'est pas forcément judicieux, quoi. Mais ça, c'est aussi une réflexion du commercial à avoir, peut-être en liaison avec le technique, qui lui peut dire si c'est possible ou pas, quoi.
Oui, et J'ai- puis on en parlera un peu après, on a quelque chose là-dessus après. Mais en fait, on a rarement vu des éditeurs qui veulent passer au SaaS en vous disant je vais tout reprendre de zéro, toutes mes fonctionnalités d'un coup et je recrée une nouvelle version from scratch. Généralement, ils vont commencer plutôt par une sous-partie qui va plutôt couvrir une grosse partie des utilisateurs. Parce que on a souvent des éditeurs qui ont un logiciel depuis très longtemps, il est très fonctionnel, il est très large. Il fait beaucoup de choses et donc généralement, il est cher. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Et pas tous les clients ont besoin de toutes les fonctionnalités. C'est là qu'on commence à voir c'est comme un peu tout à l'heure sur le slide précédent, les différentes versions qu'on avait d'Office 365 avec des niveaux de fonctionnalités différents. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes niveaux de sécurité ou de service et donc, on va payer le prix qui correspond à ça. Et des fois, bah, quand on achète un logiciel qui est un peu ancien, bah, c'est tout ou rien. Il n'y a pas vraiment de moyen de désactiver des choses ou d'activer des fonctionnalités qu'à la demande. On se rend compte qu'avec le modèle du SaaS, on va plutôt aller vers un modèle flexible où on va en fait payer à la fonctionnalité, un peu quand on achète une voiture, bah, je veux le taux ouvrant, des rétroviseurs électriques, bah, j'achète mon logiciel en fonction de mes besoins et pas en fonction de la grosse boîte qui est fournie. Et ça va permettre d'identifier le coût. Et je pense que le besoin, généralement, il va se reconcentrer sur un cœur de métier qui va peut-être pas contenir les fonctionnalités qui sont un peu plus, euh, euh, comment dire, sur les bords de l'usage, qui sont moins utilisés, et se concentrer sur le cœur. Et c'est des fois, on va commencer par ça. On va se reconcentrer sur le cœur de l'application qui est utilisé par beaucoup de personnes. Et c'est ça qu'on va commencer à construire et à vendre. Et petit à petit, on va grossir dessus. Mais repartir de zéro, on le voit des fois dans les cahiers des charges, mais ça marche pas, c'est pas possible. Il D'accord. faut tout refaire, repartir de Voilà. zéro et tout revoir tout avoir dans la première version. Ça marche pas parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour être capable de le faire. Et des fois, le logiciel en SaaS, il n'a pas du tout la même tête que le logiciel en physique. Si on regarde je reprends Office. Avant, on avait plein de logiciels différents. Maintenant, ils sont tous regroupés dans une suite. Ils partagent des interfaces graphiques, un back-end commun. On n'avait pas ça au tout début d'Office quand c'était chaque logiciel séparé. Ouais, absolument. Donc maintenant, oui, vas-y. Non, non, c'est aussi une manière de pouvoir peut-être couvrir de nouvelles cibles. On parlait tout à Mm. l'heure de ce que disait Michel, justement, d'avoir des différentes gammes de prix. Et le fait de dire, bah, par exemple, notre logiciel faisait tout, il était cher. Du coup, les petits clients ou des clients qui avaient peu de besoins, des petites structures sans trop de moyens, on ne pouvait pas les cibler parce que le coût d'accès était trop important. Bah, là, on va commencer par dire, bah, tiens, on va créer peut-être une version dédiée à certains clients qu'on va faire évoluer petit à petit et qui va venir compléter ou s'intégrer par la suite au modèle, à l'application historique qui existe en fait. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Mm. On voit aussi des scénarios de rachat où des gros éditeurs rachètent des petits éditeurs qui étaient un peu concurrents, mais beaucoup plus modernes et plus récents, technologiquement parlant. Ok. devdevdev.net. Richard Clark. Donc maintenant qu'on a décidé de passer au SaaS, ça a un impact, j'imagine, sur les équipes techniques. Alors oui, comme on l'a dit, c'est d'abord une décision business et stratégique, mais les commerciaux sans les techniques ne peuvent rien faire et vice-versa aussi. Donc on a cet impact sur les équipes techniques, sur les pratiques techniques des éditeurs de logiciels, et on va très vite arriver les besoins d'avoir des nouvelles pratiques de développement de production, parce qu'un éditeur qui vendait avant de la boîte n'avait pas cette notion de production. Il y avait peut-être une équipe de support, mais il ne faisait pas de la production. C'était le client qui faisait de la production. Là, maintenant, un éditeur qui fait du modèle SaaS, bien entendu, il va continuer à développer. Il va avoir des nouveaux besoins, un rythme de mise à disposition des nouvelles versions beaucoup plus rapide, mais il va aussi avoir besoin derrière d'équipes de production pour gérer l'infrastructure que lui revend à ses clients indirectement à travers l'abonnement des clients. Michel parlait tout à l'heure de la partie stockage, on va dire c'est le côté visible, il y a tout le côté compute, donc calcul pour tout ce qui va être traitement, le réseau, les accès, la sécurité, tout ça, ça va faire partie de choses qui vont devoir être pris en compte par un éditeur de logiciel et piloté par les équipes de production derrière.
Ouais. Avec l'acronyme là, qui est au milieu du slide, là, le fameux Le SLA. SLA. Ouais, c'est Le fameux SLA, voilà. ouais, c'est Ouais. une contrainte qui n'est pas forcément habituée. Ouais. Voilà. Exactement. En fait, il y a 2 choses dans le SLA. Il y a le SLO, le Service Level Objective, ce qu'on veut atteindre comme objectif de disponibilité, par exemple, ou de temps de réponse. Donc ça, c'est une Mhm. métrique Mhm. qu'on peut calculer. Donc il faut fournir les outils pour la calculer. Et le SLA, c'est le contrat finalement. C'est Ouais. qu'est-ce qu'on s'engage à faire dans le client. Et généralement, il y a des contreparties. C'est-à-dire que si on ne respecte pas, par exemple, tant de millisecondes au 95e percentile ou, ou 89,99 Disponible. sur un mois de disponibilité, ben, derrière, généralement, dans les contrats, ben, on a des contreparties financières. Mhm. Donc il faut bien faire attention à ça et il faut voir aussi que ce SLA donc qui, découle d'un SLO et le SLO, on va le prendre comme une contrainte pour l'architecture Mhm. et donc c'est pour ça que ça doit venir du commerce avant parce que c'est pas finalement aux équipes techniques d'identifier le niveau de disponibilité que l'application doit avoir. C'est ce que la boîte veut commercialiser. On va pas Oui. mettre la même architecture pour, 1 heure ou 2 heures d'indisponibilité par semaine que, quelques secondes et on va pas mettre le même monitoring, on va pas mettre la même qualité de test aussi. La même Donc tout va dépendre de redondance, ça et tout exactement. dépend du contrat généralement et donc on va le prendre en input, quand on va définir une architecture et ça va donner un coût d'architecture en plus des autres, éléments qui sont là et ce coût-là après on le mettra en regard, ben, au coût que le commerce, veut le vendre. Et c'est là on sait si ça peut être rentable. Oui, c'est vrai qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, Mmh. comme justement, on parlait de métrologie, enfin Mmh. de mesurer les temps de réponse, etc. C'est des choses qui n'existaient pas forcément dans le produit initial, quoi. Non, parce que de toute façon, on était dépendant de l'infrastructure du client puisque c'était installé chez eux et donc ben, de toute façon, ben, on n'a pas forcément la possibilité d'agir dessus. Ouais, ouais. On Achète disait une autre rajouter de carte. la RAM. Voilà. Ouais, achète une autre carte graphique, ça Non, ira mieux, quoi. voilà. Voilà, là, c'est là-dessus, c'est un changement Mmh. de pratique, c'est un changement de philosophie aussi au niveau des éditeurs de logiciels, avec beaucoup de points à prendre en compte et à intégrer dans le calcul du coût, mais aussi dans les pratiques derrière. Qui dit production dit équipe de support, qui dit aussi production dit 24/24. Donc on automatise au maximum, bien entendu, pour limiter les coûts et puis être capable de réagir au plus vite. Mais ça veut dire aussi des hommes derrière pour surveiller, Mmh. pour réagir, pour piloter tout ça. Mmh. Donc, le petit paragraphe qu'il y avait dans les documentations de la boîte, en préconisant au client de tout faire pour bien sécuriser ses machines, son accès au réseau, et ses données et pas oublier les backups, bah, c'est plus un petit paragraphe dans la doc, c'est une Mmh. pratique à mettre en place, une pratique qui, du coup, va avoir des coûts, qui doit être intégrée. Puis, bah, c'est ce fameux équilibre, entre, ce qu'on souhaite vendre, le prix de vente, et ce que le client est prêt à acheter aussi, pour que tout le monde s'y retrouve. Mmh. OK. Et donc, dans les to-do que doivent se Mmh. rajouter aussi bien, j'allais dire, les commerciaux, les chefs de projet que les développeurs, vous voyez quoi? On a déjà évoqué quelques points, notamment toute la partie production, ça c'est extrêmement important. Il y a un côté que parfois on oublie, c'est le côté législatif, juridique. Si c'est plus le client qui est responsable de ces données, mais nous qui sommes responsables des données du client parce qu'on est éditeur SaaS, on va avoir déjà bien entendu un engagement contractuel vis-à-vis du client, mais aussi des engagements à respecter vis-à-vis des différentes législations. Bon, il y a le RGPD en Europe. Si en plus on est un éditeur avec un marché international, et il y a d'autres législations à prendre en compte. De ça découle aussi le côté sécurité. Si on garantit pas, si on fait pas ce qu'il faut pour que les données de nos clients soient sécurisées, ben, on est responsable. C'est plus le client qui est responsable de la sécurité de ces données, c'est nous en tant qu'éditeur de logiciel. Donc on a toutes ces changements qui sont à intégrer dans la pratique commerciale, contractuelle et organisationnelle de la société. Un dernier point sur tout le côté commercial, c'est aussi le changement des canaux de commercialisation.
On a un peu de bouteilles tous les trois. On se souvient tous des petits catalogues papier il y a 15-20 ans, SOS Développeur, il y en avait d'autres aussi. Je ne veux pas faire de pub, je ne sais même pas s'ils existent encore. Mais où on pouvait, quand on avait besoin d'un composant, on choisissait le composant qu'on voulait, on achetait, on recevait la boîte, on pouvait l'utiliser. Maintenant, c'est des modes complètement différents. Alors, beaucoup d'éditeurs SaaS font de la vente directe, donc à partir de leur site internet, on peut s'abonner. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté aussi pour les éditeurs logiciels, donc à intégrer dans les pratiques. Et aussi via les différentes places de marché, donc les marketplaces que l'on retrouve chez la plupart des grandes plateformes d'éditeurs de logiciels, voire aussi les places de marché, ce qu'on appelle les Play Store, les Google Store, les Apple Store, tout ce qu'on veut sur les mobiles, mais via des sites de commercialisation d'abonnements de logiciels derrière. Donc c'est des nouveautés, c'est aussi des éléments peut-être à prendre en compte au niveau technique pour s'intégrer proprement avec ces différentes places de marché. Mais c'est aussi du coup un canal de commercialisation qui a le vent en poupe parce que ça permet de toucher une quantité phénoménale de clients potentiels à travers les cloud providers par exemple, l'Azure Marketplace, l'AppSource aussi pour tout ce qui est application plutôt business. Donc ça, c'est aussi des grosses nouveautés pour la partie commerciale. Sur la partie technologique, il y a aussi beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. C'est pas parce qu'on a fait nos VM, qu'on met nos VM, qu'on a des images de VM et qu'on peut les instancier en quelques heures, qu'on fait du SaaS dans un cloud. Et on va travailler vraiment aussi sur les architectures applicatives pour optimiser au maximum le code. Et pour moi, il y a un point qui est extrêmement important, qui touche aux pratiques de développement, c'est la notion d'option versus personnalisation. Il y a beaucoup d'éditeurs logiciels traditionnels qui ont plusieurs versions de leur logiciel en fonction des clients. Et un client qui a un besoin particulier, on va lui faire une petite version aux petits oignons pour lui. Et puis, on se retrouve petit à petit, au fil du temps, avec X versions à maintenir en parallèle. Parce que on a des contrats de maintenance avec chacun de ses clients, et puis dès qu'on a même sur la branche principale une évolution, faut la répercuter chez tout le monde. Donc c'est des coûts assez importants. C'est des choses qu'on ne peut plus faire quand on fait du SaaS parce qu'on est vraiment dans un monde de standardisation où on cherche à vendre à un maximum de personnes le produit qui ne répond pas à 100% des besoins, mais qui va répondre à 80% des besoins. Et là, on va opter pour la personnalisation, pour la notion d'option plutôt que sur la notion de personnalisation. Donc là, ce que Michel a évoqué au début, on achète un niveau d'abonnement qui correspond à nos besoins avec des options, mais peut-être qu'on va avoir d'autres options qu'on va pouvoir acheter à l'unité pour activer telle ou telle fonctionnalité en fonction des besoins. Donc ça, c'est un changement assez important aussi et qu'il faut intégrer dès le début dès qu'on fait du SaaS. Sinon, on va se retrouver à gérer X plateformes SaaS en parallèle et il n'y aura aucun gain possible et c'est pas possible. Voilà, tout à fait. Ouais. Il faut aussi prendre en compte que des fois, il va falloir mettre à jour la stack technologique qui n'est pas forcément adaptée au SaaS et que ce soit côté présentation. Si on était sur du client lourd, on va plus forcément vendre du client lourd, on va peut-être passer vers le web ou le mobile. Si on fait du web, le mobile aussi, c'est peut-être une autre cible. Et le web, on ne va pas faire forcément de la même façon quand on l'héberge chez l'utilisateur ou quand on le fait sur Internet. Il y a ça ne fonctionne pas forcément de la même façon. Et pour cela, ça veut dire soit recruter, soit avoir des technologies les plus agnostiques possibles et les plus larges qui permettent d'intégrer le plus d'outils de présentation simultanés si on n'a pas la capacité de grossir. Donc, bien se poser des questions sur les stacks technologiques qu'on va utiliser parce que ça va limiter la capacité à l'équipe de grossir ou de s'adapter au marché. Et juste pour revenir sur le premier mot, la transformation organisationnelle, c'est important parce qu'on l'a dit, en fait, ça va toucher tous les domaines. Ça va toucher la DSI sur cette capacité de s'organiser et d'héberger du code. Ça va toucher la RSSI sur la capacité à avoir une entreprise qui soit suffisamment carrée pour pouvoir héberger de la donnée. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les équipes de développement, ça veut aussi dire tous les utilisateurs. S'il n'y a pas de politique de sécurité sur l'accès aux données de l'entreprise, je peux rentrer par un utilisateur lambda, arriver jusqu'à l'équipe de développement, arriver aux données. Donc voilà, c'est dès qu'on va commencer à héberger les données, toute l'entreprise est une cible. Donc si on subit une cyberattaque et qu'on héberge des données, tous nos clients sont impactés et donc on perd tout le business.
Donc, c'est pas juste sécuriser l'équipe de dev, ça veut dire sécuriser tout le monde. Donc, généralement, changer les pratiques d'accès à l'entreprise, du poste de travail. Donc, ça demande un vrai chantier côté cyber. Et aussi un gros chantier côté FinOps, parce que tout gaspillage d'euros sur le cloud, parce que c'est souvent la bonne plateforme pour le faire, c'est de l'argent qui est pas du revenu pour l'entreprise. Donc, quand on dit je vais mettre ma VM et je vais faire du SaaS, ben, en fait, comme ma VM va tourner H24 avec le logiciel, il ne va pas être utilisé H24 parce qu'il y a des moments où l'utilisateur dort et puis peut-être de 2h à 3h du matin, il n'y a personne, mais on ne va pas éteindre la machine en espérant qu'il n'y ait personne parce qu'on doit maintenir le service. Ben, on perd tout cet argent-là qui aurait dû revenir dans le résultat de l'entreprise. Et donc, il faut qu'on pense notre modèle où on gaspille le moins possible d'argent et donc une stratégie FinOps intégrée au cycle de développement pour réduire tout gaspillage d'euros dans l'architecture est ultra importante. C'est pour ça qu'on peut, comme dit Nico, on ne peut pas prendre juste une VM et la mettre. Généralement, la VM, en plus, c'est toujours le modèle le plus cher. C'est quand on regarde le coût de la VM dans Azure, si on veut gérer le même nombre de personnes en SaaS ou si on est installé, c'est du simple au triple généré des fois. Ouais. Donc, ça demande une vraie refonte. Ouais, moi, j'avais un client, un éditeur qui, pour un client, il avait une VM pour le site et une VM pour la base de données. Donc, s'il avait 10 clients, il y en avait 20. S'il reverse tout le coût, pourquoi pas, mais c'est pas l'esprit du SaaS, quoi. Oui. Ça peut être un choix après parce que le client est prêt à payer, parce qu'il veut que tout soit isolé, ok. Mais voilà, c'est pas la finalité du SaaS et ça reste plutôt des cas particuliers qu'une bonne pratique quand on fait du SaaS. Voilà, Oui, donc vous parlez. Oui, vas-y. Non, bah voilà, c'est ce que je pense que tu allais introduire le slide, vas-y, je te laisse. Oui, non, je veux dire, il faut, comme tu le disais un petit peu, Michel, tout à l'heure, au niveau de l'architecture, il faut essayer d'avoir quelque chose justement de moderne et essayer de pouvoir intégrer justement les tout derniers paradigmes. Oui, voilà, c'est pas être moderne pour être moderne, c'est être moderne pour consommer le moins possible. C'est-à-dire utiliser des services qui sont plutôt en mode consommation que j'ai plus le mot. On va des instances réservées à l'avance. Voilà. Exactement, ou réserver du temps, comme de la VM. La VM, c'est quoi? C'est du CPU réservé, de la mémoire réservée et du disque réservé. Des services où on consomme, où on paye que ce qu'on consomme, vont coûter moins cher, puisque si on n'utilise pas, on ne consomme pas. Si on ne consomme pas, ça ne nous coûte rien. Et donc, ça demande par contre de repenser le logiciel et de l'adapter. Et des fois, pas seulement juste le logiciel, mais le code lui-même, parce que des fois, il n'est pas adapté. Donc, une fois qu'on sait ça et qu'on a notre architecture cible qui respecte la réglementation, qui, côté coût, rentre dans les clous de nos projections de licence, le but maintenant, c'est de faire entrer le logiciel dans cette architecture. Donc voilà, c'est vraiment petit à petit, et le logiciel, c'est vraiment le dernier coup de canif qu'on va mettre dedans pour pouvoir organiser et mettre tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On commence rarement par le logiciel. Il y a une chose aussi qui est intéressante et qui est relativement simple à mettre en œuvre, c'est tout ce qui est A/B testing aussi. Oui, si c'est prévu pour. Oui, bien sûr. C'est typiquement des choses qui sont techniquement assez simple à mettre en œuvre dans le cloud. Il y a tous les outils pour faire ça. Mais après, voilà, il faut que l'application supporte ce type de fonctionnement, qu'il n'y ait pas des données qui soient trop dépendantes de la partie applicative. Donc, oui, il y a les outils, mais voilà, il faut que l'application ait été adaptée pour faire ça. Et si on l'a adapté, après, c'est vrai que quand on a une nouvelle version, on parlait tout à l'heure du option versus personnalisation, c'est assez simple de tester une nouvelle option, puisqu'il suffit dans ce cas-là de l'activer pour certains clients. On valide, si c'est bon, on la généralise, sinon on la généralise pas, et c'est transparent après pour tous les utilisateurs, et au final, tous les utilisateurs bénéficient de ces évolutions. Ouais, le but aussi, c'est vers comme le client qui veut aller vers du SaaS, et nous aller aussi vers de la délégation de responsabilités. On peut aussi déléguer des responsabilités de certaines fonctionnalités de l'application, par exemple la gestion de l'identité. Si c'est une application grand public, on peut aller vers de l'external ID ou de l'Okta, par exemple.
qui vont héberger, qui vont gérer eux-mêmes les comptes, c'est eux qui vont prendre la responsabilité de l'annuaire, du recovery des mots de passe. S'il y a du MFA dessus, c'est un business et c'est une expertise particulière. Et nous, pareil, côté logiciel, on peut déléguer la responsabilité de la maintenance, des temps de réponse applicative aux fournisseurs, en prenant des composants qui sont déjà résilients, qui sont déjà prêts pour héberger des applications SaaS. Donc, tous les composants PaaS qu'on a sur Azure sont déjà faits pour ça, puisqu'ils ils ont déjà des SLO. Donc, à partir de ces SLO-là, si vous avez fait la Z900, vous savez faire des SLO composites qui permettent de calculer le SLO d'une architecture où on a les SLO enfants. Mais voilà, ça nous permet d'avoir des éléments de calcul et des bases d'architecture. Et puis, en déléguant ça, nous, on peut se concentrer au cœur de métier qui est le business de l'utilisateur. Mais voilà, moi, on a à gérer des VM, à les mettre à jour, à gérer les backups. Plus on peut se concentrer sur le cœur, quoi, et les process. C'est un des points qui est important aussi quand on fait du SaaS. Un des changements entre les éditeurs on va dire, historiques qui faisaient des grosses applications qui faisaient tout, c'est que maintenant les éditeurs SaaS ont tendance quand même à avoir à se concentrer, je vais y arriver, sur leur cœur de métier, leur fonctionnalité, et déléguer à des applis tiers, soit des partenaires tiers, tout ce qui n'est pas cœur de métier. Et on a ce besoin d'ouverture, d'intégration d'une plateforme SaaS, d'une application SaaS vers d'autres outils. Michel a parlé de la partie identité, mais ça peut être aussi des briques fonctionnelles. Un outil de gestion de stock, est-ce qu'il doit faire de la compta? Un outil de gestion de clientèle, est-ce qu'il doit faire de la compta? Non, pas forcément. Donc, on va avoir des points d'intégration, aussi bien appeler notre application SaaS à partir d'autres applications pour venir les compléter, que nous, à partir de notre application, appeler des tiers pour compléter ou s'intégrer dans des process d'entreprise beaucoup plus grands. Le logiciel ubiquitaire qui fait tout bien de partout, on sait bien que ça n'existe pas. Et le SaaS, de toute façon, ne doit pas pousser dans ce sens-là. On va vraiment être dans un monde d'intégration plutôt que de monopolisation sur un seul acteur. Je prends par exemple un exemple des logiciels de ticketing parce que ça va parler à tout le monde. On n'a pas besoin de faire forcément des workflows hyper complexes qui sont spécifiques à chaque utilisateur. On peut juste fournir des extensions comme des webhooks qui peuvent être appelés par du Logic App ou du Power Automate qui peuvent faire les actions qui sont spécifiques à l'utilisateur. Et généralement, en plus, quand on les fait dans le contexte de l'utilisateur, avec les outils de l'utilisateur, elles sont plus performantes. Et donc, on se contraint, on a juste les fonctionnalités de base qu'on attend et on nous fournit des API et des points d'interconnexion pour que les gens puissent consommer notre application ou nous consommer d'autres applications. Avec les histoires de coûts qu'il faut intégrer à ce moment-là, quoi. Oui, généralement, quand les gens mettent des API sur leur logiciel, ils mettent aussi des niveaux de service, c'est-à-dire ils limitent le nombre de requêtes par seconde ou le nombre de requêtes par jour, en disant voilà, nous, on utilise une application, on a droit à 1 millier de requêtes par jour. Et sinon, on se fait rejeter, on a une 429, je crois, ou 427, en disant on revient demain ou c'est bien foutu. On revient dans quelques secondes. Et ça, pareil, on ne l'écrit pas, on ne le développe pas, c'est des composants basiques d'Azure, comme Azure Application API Management, qui le fait. Donc, on met juste en place des politiques et c'est que du paramétrage. Ouais. Donc voilà, du code gagné qu'on n'a pas écrit, mais des services qui nous permettent de garder un logiciel dans un état correct de coût de fonctionnement et en même temps de service, sans pénaliser tous les utilisateurs parce qu'un utilisateur bombarde l'application, quoi. Ok. Donc là, après, vous vouliez parler de la réglementation, mais ça, on en avait parlé un petit peu déjà, tout ce qui est FinOps. Il y a RSE, c'est GreenOps. Tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale, donc ça rejoint le GreenOps, ça rejoint tout ce qui va être ni technique ni commercial, mais qui est de plus en plus pris en compte dans les pratiques techniques et dans les pratiques commerciales. Le FinOps, on voit tous ce que c'est comment on fait pour obtenir le maximum en payant le moins possible, si je simplifie. Le GreenOps, c'est intégré dans cette réflexion-là l'impact environnemental, c'est-à-dire qu'il y a un coût financier, mais il y a aussi un coût environnemental ou social, au choix, d'où le S de RSE, et comment est-ce que mon application, mon offre SaaS, mon offre commerciale va dans le bon sens sur ces sujets-là.
Donc, c'est des sujets, je ne veux pas dire que on en est au balbutiement, ça commence à être assez présent, mais ce n'est pas forcément des sujets pris en compte de manière systématisée dans les pratiques de dev ou de réflexion quand on migre au SaaS. C'est des choses qui sont de plus en plus demandées au final aussi par les clients. Je pense que si vous avez tous déjà eu à répondre à des appels d'offres, maintenant il y a toujours le petit chapitre RSE. Quels sont vos engagements, quelles sont vos pratiques, comment est-ce que vous faites pour limiter votre impact environnemental et social. Juste pour revenir sur la sécurité qu'on a dit juste avant, on a parlé de la sécurité de la plateforme, mais aussi la sécurité du cycle de développement. Donc c'est pas forcément ce qu'on voit souvent, mais sur le SaaS, c'est nécessaire d'être capable, donc côté code, d'être sûr qu'on n'utilise pas des packages où il y a des potentielles vulnérabilités qui sont exploitables. Et donc fournir des mises à jour de sécurité, pas forcément des mises à jour de fonctionnalités. Et s'il y a des failles aussi qui sont détectées dans les logiciels, je crois qu'en tant qu'éditeur, on a des responsabilités de communication à nos clients. Donc, ce suivi-là, il est indispensable en tant qu'éditeur. Oui, et que les gens ne font pas forcément d'ailleurs. Oui. Il y a un point, si tu peux revenir juste peut-être sur le slide d'avant, là, on n'a pas évoqué ce que j'ai appelé la partie méthodologie produit là, dans ce document-là, alimentation du backlog, cycle produit. C'est pas directement la partie commerciale, on va dire, qui est concernée par là, mais c'est plutôt les équipes, ce qu'on appelait les équipes métiers, celles qui connaissent le métier au final et qui définissent les spécifications des logiciels, le comment un logiciel doit faire un calcul ou gérer ce genre de choses. On voit chez les éditeurs logiciels aussi des besoins d'évolution sur ces pratiques-là, intégrer un peu tout ce qui va être le Scrum et les méthodes agiles dans ces équipes-là, qui ne sont pas des équipes techniques au sens qu'ils ne produisent pas du code, mais qui alimentent ceux qui produisent du code. Et si on ne fait pas attention à la manière d'alimenter ce backlog, ces éléments, on peut aussi se retrouver avec des incompréhensions au final et des problèmes sur le dev. Petite synthèse des différents défis techniques. On en a déjà évoqué pas mal. Hein. Ça fait un peu partie de toutes ces contraintes du SaaS. Un point à avoir en tête, c'est l'automatisation. On essaye d'automatiser au maximum un maximum de tâches, ce qui va de la partie abonnement. Si à chaque fois qu'un client veut s'abonner, on doit passer par l'équipe commerciale qui rajoute des délais, et tout le côté, on va dire, un peu je consomme dès que j'en ai besoin du SaaS, on va le perdre. Donc, c'est tout le côté portail d'abonnement, gestion des abonnements, intégration aux outils de gestion de clientèle. Donc, ça, on l'a évoqué aussi très rapidement. Toute la partie automatisation des déploiements, donc ça veut dire infra as a code, ça veut dire outil qui va permettre de créer des environnements dédiés aux clients. Ou partagés, mais qui de toute façon on va avoir de la configuration à faire. Donc, tout ce côté automatisation, un éditeur traditionnel, à part on va dire, le processus d'automatisation qu'il maîtrisait, c'était de la partie de déploiement de son logiciel, l'install, le setup.exe. Ouais. Là, on est aussi sur des phases où on automatise la phase amont, qui était plutôt commerciale avant. Gérer aussi, automatiser la phase de support technique. Un client qui a des soucis, il faut qu'il puisse trouver des réponses le plus rapidement possible. Alors, ça peut être un chatbot, ça peut être des FAQ, ça peut être un moteur de recherche, ça peut être tout un ensemble d'outils avant d'avoir besoin de basculer vers un support humain qui, lui, est beaucoup plus coûteux aussi derrière. Donc, on a ce besoin d'automatisation du début à la fin de la chaîne et pas juste sur la partie technique. Juste sur le produit, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, voilà, on avait vu après, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a déjà parlé. Au niveau des thématiques techniques, donc là, vous parliez de la CAF, de la WAF des fournisseurs de cloud. Oui, en gros, en français dans le texte. En français, voilà. Alors que le CAF, c'est Cloud Adoption Framework, et le WAF, c'est Well Architecture Framework. La plupart du temps, les fournisseurs de cloud fournissent des guides d'infrastructure et d'écriture de logiciels pour leur plateforme, pour que les logiciels qui soient hébergés dessus ou les plateformes qui soient construites dessus respectent la plateforme au mieux et que ça garantit l'évolutivité, la maintenance
et que les applications tourneront bien maintenant et dans le futur. Donc chaque éditeur d'infrastructure le fournit. Peut-être qu'ils ont d'autres noms, ça c'est les noms qu'on retrouve chez Microsoft. Donc il faut, chez les plus gros, je crois que chez Amazon, ils ont le même nom, c'est CAF et WAF aussi. Il faut les suivre, ça explore plein de patterns et pas forcément seulement juste le code. Et c'est un gage de pérennité. Il faut, parce qu'on est sûr de. C'est comme, il faut le voir aussi comme des checklists. C'est-à-dire que quand on écrit du logiciel, il y a plein de sujets à parler. Ces éléments-là vont permettre de, un peu comme les normes d'entreprise, les normes ISO, ça permet d'être sûr qu'on a balayé tous les sujets sur lesquels on doit travailler pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose d'important comme le monitoring ou le FinOps. Donc bien les respecter et les prendre en charge. Donc ça demande pas mal d'expertise. Donc il ne faut pas négliger ce travail-là. Et ensuite, une fois qu'on les maîtrise, on peut avoir des patterns plus génériques comme les patterns Cloud Native ou 12 Factor qui permettent d'identifier les éléments qu'on va avoir dans notre code et comment on doit écrire notre application. Mais généralement, ils rentrent dans le pattern du fournisseur de cloud. Voilà, c'est basculer sur du SaaS, basculer sur du cloud. Très souvent, quand on découvre, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et tous ces outils-là, ça reste des outils, même si c'est de la documentation essentiellement, vont nous aider à savoir comment attaquer la réflexion. Je dois passer dans le cloud. On va prendre le Cloud Adoption Framework, on va prendre le Well Architected Framework pour comment je pense bien mon application. Et puis, on va aussi capitaliser sur ce que d'autres ont fait d'un cloud à l'autre, même s'il y a des différences. Il y a un tronc commun en termes de mise en œuvre, de réflexion à avoir qui peut être partagé. Et typiquement, les 12 Factor, qui sont un des exemples de comment faire une application SaaS dans un environnement cloud, n'ont pas été pensés pour Azure, mais sont tout à fait adaptés à des environnements de type Azure ou AWS ou d'autres derrière. Donc, pas réinventer la roue, vraiment capitaliser sur le travail qui a déjà été fait et par les éditeurs et par beaucoup de projets type open source qui apportent aussi énormément de doc sur tous ces éléments-là. Alors, on ne dit pas qu'il faille passer sur le cloud pour faire du SaaS, mais si on n'a pas une infrastructure mondiale, si on est avec des clients mondiaux et une excellence côté infrastructure, vaut mieux avoir un modèle de responsabilité partagée où ces éléments-là sont portés par un fournisseur de cloud. Le gros avantage d'Azure, si on a une application qui est vendue dans plusieurs pays, c'est qu'on est capable de la même façon de la déployer, quelles que soient les régions Azure, sans se déplacer, sans avoir de louer des serveurs dans des sociétés extra-européennes. C'est le fournisseur de cloud qui nous le fait pour nous. Et on peut même fournir une application globale grâce à leur réseau qu'on n'a pas à créer non plus. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un abonnement moi-même à Akamai pour créer du Edge Network pour pouvoir récupérer mon application. Ça, c'est fait de base. Et c'est toujours quelque chose en moins que j'ai à faire moi avec des humains. Et ces humains-là, cette workforce-là, je peux la déplacer vers le développement d'éléments métiers. Donc, je préfère dépenser un peu d'argent, mais je garde mes humains pour autre chose. Et puis, ça permet d'assurer des montées en charge comme on veut. Oui, et de maintenir une équipe réduite parce qu'on prend tous les ESP qu'on a parlé là. Si on devait tout avoir in-house, en interne, il faudrait des spécialistes d'infrastructure dans plusieurs pays. Il faudrait peut-être des fois des équipes de support dans plusieurs pays, du run dans plusieurs pays. Ça commence à faire beaucoup de personnes pour une application. Donc voilà, profitez du modèle de responsabilité partagée et on le voit dans la Zen 900, je remets. Faites des certifications, c'est une bonne base pour comprendre le cloud, surtout si vous voulez certifier vos applications. Et vous verrez que plus on va vers des composants SaaS ou PaaS, plutôt PaaS pour les développeurs, plus les choses sont fournies par l'éditeur et donc c'est du chose en moins à faire pour nous en tant que fournisseur de services. Et une dernière question pour clôturer tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une grosse tendance actuellement ou c'est de la part des éditeurs? Alors, c'est ce qu'on a vu au début. Là, il y a un qui disait 50%, mais il y a toujours une différence entre ce que veulent les gens et concrètement ce qui se passe. Globalement, la plupart des éditeurs qu'on rencontre, oui, ont des démarches SaaS.
la question, c'est où est-ce qu'ils en sont, question maturité, question réflexion. Donc c'est vrai, ce que tu disais au début, c'est un procès de bonne intention, c'est oui, je vais le faire. OK, quand, comment, et voilà, le budget, l'investissement, la stratégie. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner pour déclencher des projets SaaS. Mais oui, chez les éditeurs logiciels, ils n'ont pas forcément trop le choix maintenant parce que la plupart des clients, de toute façon, aussi, ont basculé, eux, dans un mode de consommation du logiciel par abonnement. Et il y a de moins en moins de clients qui sont tentés de chercher un CD à installer, à mettre son PC dans un coin. Ils sont plutôt tentés par des offres logicielles à utiliser. Oui. Et puis avec le travail hybride, on ne peut plus se permettre d'avoir des logiciels qui tournent que dans l'infrastructure du client, chez soi. Il faut qu'on ait du logiciel qui est accessible n'importe où, et pas forcément dans les bureaux. Et donc pour cela, il faut qu'il soit sur Internet. Sinon, il faut que... Après, il y a des bots qui fournissent des VPN pour se connecter, mais voilà, on est sur des institutions. Et ces boîtes-là, elles ont les ressources de faire du SaaS. Mais sur les sociétés qui vendent du logiciel ou qui l'installent chez leurs clients et que leur client dit maintenant mes utilisateurs ils sont chez eux, je ne vais pas mettre du VPN, il faut qu'ils puissent se connecter à l'app. Il faut que l'application soit sur Internet. On ne peut pas leur dire installer un VPN. Après, il y a encore les éditeurs de logiciels qui installent leur logiciel dans les usines et où ils n'ont pas Internet, si tu vois ce que je veux dire, Nicolas. Tout à fait. Non, mais là, on est après. Mais là, on voilà, n'est pas sur le même SaaS, type d'application. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai évoqué tout à l'heure, le SaaS est fait pour répondre à 80% des besoins et on est typiquement dans ce cas-là où on a parfois des besoins particuliers. Tu as évoqué le cas du développement embarqué au sens général. Ça concerne les usines, ce qu'on déploie dans les usines. Ça peut être ce qui est embarqué dans un avion ou dans une voiture. On n'en est pas encore à faire du SaaS là-dessus. Même s'il y a des déploiements automatisés, des choses comme ça, on n'est pas sur du SaaS. Donc voilà, le SaaS, c'est vraiment, il y a aussi ce côté rationalisation où on ne va pas chercher à couvrir 100% des clients et des besoins. Mais on va prendre sur la courbe de Gauss la partie centrale où, avec 80% des fonctionnalités, on couvre 80% du marché. Et les 20% restants, on les traite avec des méthodes adaptées à ces 20% qui ne rentrent pas dans le cas général. Par contre, tu vois, je prends ton exemple de logiciel dans l'usine, c'est clair que ça a un intérêt, le logiciel qui doit être proche de là où ça doit être utilisé. Mais des fois, ce logiciel-là, il a besoin de se connecter à quelque chose de central pour partager l'information. Et là, au lieu d'avoir des fois des endpoints qui sont très, très faiblement maintenus ou avec des niveaux de service pas très hauts parce qu'on tape sur une IP, sur un serveur dans une infrastructure où c'est pas très fiable, on peut taper sur des infrastructures cloud où on a des flux MQTT qui arrivent directement vers des bus Azure qui sont très résilients et qui garantissent que les données arrivent à l'utilisateur final dans une appli SaaS qui pilote un peu tout ça à distance. Donc en fait, on va appliquer ça, ce modèle-là, là où c'est nécessaire. On a besoin de quelque chose de globalisé, d'accessible de partout et où la donnée est centralisée. Mais tout ce qui est, comme tu dis, dans les usines, ça n'a pas de sens. Par contre, les patterns de logiciels qu'on va apprendre pour le SaaS, qui sont quand même des patterns très exigeants dans la façon dont on écrit le code et on le maintient et on le teste, ça peut toujours servir pour les autres types de logiciels. Oui. Ok, bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous remercie, messieurs. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je t'allais te remercier pour l'invitation. Voilà. Merci pour l'invitation. Écoutez, merci. Écoutez, on se retrouve, nous, pour un prochain podcast, le 56e épisode, d'ici 15 jours, 3 semaines. Merci, ciao tout le monde. Au revoir. Merci Ciao. à tous, au revoir.